ça vous rend éligible aux aides à la création d'entreprise, notamment l'ACRE. On va le détailler, mais ça, c'est très intéressant, notamment quand on se lance pour la première année, et qui rend redevable de cotisations sociales en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Et ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que si vous encaissez 0 € de chiffre d'affaires, vous n'allez pas payer de cotisations. Donc ça, on va y revenir, mais ça, à la différence des sociétés, donc tout ce qui n'est pas des entreprises individuelles et encore moins de micro-entreprises, là-dessus, les sociétés, même si elles ne font pas de chiffre d'affaires, elles payent des cotisations sociales. Forfaitaire, oui. Tout à fait. OK, Vincent? Ouais, c'est bon. On me demande, là, Florent qui demande si la micro-entreprise doit forcément porter le nom de l'entrepreneur ou on peut choisir un autre nom. Pas forcément. Pas forcément. En général, c'est ce qui est proposé directement sur l'INPI, le site des immatriculations, mais vous pouvez choisir le réseau social qui vous convient. OK. Ouais. Parce que le reste, on va y répondre au fur et à mesure. Oui. Alors, on arrive justement sur les conditions spécifiques du régime de la micro-entreprise. Alors, il faut savoir qu'on a dit que ce n'était pas adapté à toutes les activités. Il y a certaines activités qui sont réglementées, mais ce n'est pas aussi adapté à tous les volumes d'activités. On a tendance à dire que les micro-entreprises, c'est plutôt pour les petites activités. Ce n'est pas du tout un terme péjoratif, c'est plutôt qu'en fait, le montant du chiffre d'affaires annuel est plafonné. Si vous êtes dans des activités d'achat-revente, le chiffre d'affaires annuel, il va être plafonné un petit peu en dessous de 190 000 €. Donc, vous voyez le chiffre s'afficher, c'est 188 700 € pour des activités d'achat-revente. Et pour des activités de prestation de service, c'est un petit peu en dessous de 80 000 €. C'est 77 700 € de chiffre d'affaires hors taxe annuel. Ça, donc en gros, quand vous vous lancez, a priori, même si vous avez fait un budget prévisionnel, vous avez fait un business plan, vous n'allez pas être à savoir à 100% combien est-ce que vous allez faire sur la première année. C'est pour ça qu'on recommande, c'est pas mal quand on veut se lancer, de créer une micro-entreprise. On va voir tous les avantages, c'est assez simple. Par contre, si assez vite, vous vous rendez compte que vous dépassez ce niveau de chiffre d'affaires annuel, il va falloir transformer votre entreprise en société. Sachant qu'il y a une tolérance de dépassement sur 2 années consécutives avant de basculer sur le régime de micro-entreprise individuelle. OK pour ça? Donc voilà, il y a en gros deux types de secteurs d'activité, les activités commerciales de vente et les activités de service. Pour l'achat-revente, c'est plus élevé et pour les services, c'est un petit peu plus bas. Ces informations-là, elles sont vraies. Aujourd'hui, ça ne veut pas forcément dire que dans 1 an, ce sera exactement les mêmes montants, mais le principe, il restera le même. Il y aura toujours un plafonnement du chiffre d'affaires et ce sera toujours plus élevé pour les activités d'achat-revente. OK? Et donc, Sonia, si vous êtes en dessous du seuil, il n'y a pas d'impact. Ça veut dire que vous pouvez gérer votre activité avec votre micro-entreprise. Vous avez choisi le bon régime, du coup, Tout à fait. d'entreprise individuelle. OK pour ça? Il y a une question sur qu'est-ce que ça veut dire hors taxe annuel? Le chiffre d'affaires, il se calcule hors taxe ou toute taxe comprise. Là, en gros, on va le voir un petit peu après, c'est concernant la TVA. Taxe, ouais, justement. Mais voilà, la plupart du temps, quand on parle de plafond, c'est chiffre d'affaires hors taxe. Alors, on va avancer un petit peu sur les cotisations sociales avec une question. On va voir si vous avez bien écouté ce qu'on a dit juste avant. Alors, les cotisations sociales, elles sont calculées à partir de quoi? Est-ce qu'elles sont calculées à partir du bénéfice ou du chiffre d'affaires?
Bon, c'est une majorité de réponse B, 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 B. Chiffre d'affaires, chiffre d'affaires, chiffre d'affaires. Et oui, en effet. Le paiement des cotisations sociales, il est basé sur un pourcentage fixe du chiffre d'affaires réel. Donc, le bénéfice, on a tendance à dire que c'est les revenus moins les charges, alors que le chiffre d'affaires, c'est juste ce qui tombe chaque mois ou chaque année dans votre compte bancaire grâce aux activités. Donc, soit, on redit un petit peu classiquement, soit d'achat-revente, soit de prestation de services. Et donc, là-dessus, vous allez pouvoir suivre ça, suivre de tout votre chiffre d'affaires réel et payer vos cotisations sociales directement en fonction de ce chiffre d'affaires. Alors, il faut comprendre que les cotisations sociales, elles dépendent majoritairement de votre secteur d'activité. OK ? Et que ce ne sera pas forcément le même niveau de cotisation sociale en fonction du chiffre d'affaires réel. OK ? Donc, pour la vente de marchandises, ce niveau de paiement de cotisation sociale, donc en gros, c'est ce que vous allez payer auprès de l'URSSAF, c'est de 12,3 en cas de vente de marchandises. Pour prestation de services, c'est plus élevé, c'est 21,2 et pour des activités libérales, c'est 23,2. Petite précision, le paiement des cotisations sociales à Covid, il se fait à quel moment ? Soit mensuellement ou trimestriellement en fonction de ce que vous avez choisi lors de l'immatriculation. Ça n'a pas d'impact que ce soit tous les mois. Enfin, il est préférable plutôt de choisir l'option mensuelle pour une bonne maîtrise de votre chiffre d'affaires et de votre budget. Après, l'inconvénient de choisir la cotisation de façon trimestrielle, c'est que ça vous oblige à mettre de côté tous les mois et pouvoir les débourser au bout de 3 mois. Donc, on conseille dès la première année de fonctionner de façon mensuelle. Est-ce qu'on peut faire une distinction entre les prestations de services et activités libérales ? En gros, les activités libérales, c'est un certain type d'activités qui sont assez réglementées. Par exemple, ça peut être des professions médicales, juridiques, prestations intellectuelles de type architecte, géomètre. Il y a aussi les avocats, tout ce genre de choses. On va dire que normalement, si vous êtes en activité libérale, vous le savez. Oui, c'est ça. Bon, c'est un petit peu simpliste, mais c'est beaucoup plus réglementé et il y a des régimes un petit peu spéciaux. La majorité des prestations de services ne sont pas des activités libérales. Et alors, il y a une autre question sur est-ce qu'on peut cumuler, par exemple, vente et prestation de services ? On peut le faire, on peut cumuler vente et prestation de services. C'est du coup, c'est le plafond de chiffre d'affaires de vente qui prévaut. Mais il faut que le chiffre d'affaires de la prestation de service ne dépasse pas à l'intérieur. Je ne sais pas si ce que j'ai expliqué est clair. En fait, si vous cumulez les deux, le plafond général annuel doit être celui de la vente. Vous ne devriez pas dépasser le chiffre d'affaires de la prestation de service à l'intérieur de celui-ci, en sachant que le chiffre d'affaires de la vente est plus élevé que celui de la prestation de service. OK, on va faire un petit focus sur l'ACRE qui est assez intéressant pour les personnes qui se lancent sur la première année. Alors, l'ACRE, qu'est-ce que c'est ? C'est un dispositif des services publics mis en place pour aider la création et la reprise d'activités. Pour en bénéficier, il faut certaines conditions. Donc, être au RSA, être au chômage indemnisé, habiter dans des quartiers prioritaires de la ville, donc il faut certaines conditions, et être jeune entrepreneur entre 18 et 25 ans. Quel est l'avantage ? L'ACRE, en fait, est un abattement sur la cotisation sociale de 50%. En gros, tout à l'heure, on avait vu les plafonds.
Si je prends l'activité libérale, c'était à 23%. Et la moitié, du coup, pendant toute la première année, donc 12 mois, vous payez la moitié, donc 11,60% sur le chiffre d'affaires. C'est que la première année qu'on bénéficie de l'ACRE. Vous avez l'ACRE se comptabilise par trimestre. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui s'immatricule en janvier, bénéficie des 4 trimestres. Quelqu'un qui s'immatricule en février perd le premier trimestre. Il bénéficiera que des 3 trimestres, c'est-à-dire à partir d'avril. Donc, il est conseillé pour pouvoir bénéficier des 12 mois de l'ACRE de s'immatriculer début janvier ou de bénéficier de la totalité des trimestres, de s'immatriculer par exemple fin mars pour début avril pour pouvoir bénéficier des 3 trimestres, fin juin pour pouvoir bénéficier des 2 autres et fin septembre pour le dernier trimestre. En cours de trimestre, vous perdez le trimestre entier. Bon, j'ai quelques questions peut-être sur la démarche. C'est Anne-Catherine qui demande, elle dit, donc du coup, on s'immatricule et ensuite on demande l'ACRE dans la foulée? On s'immatricule et on demande l'ACRE dans la foulée. En fait, vous avez un formulaire sur le site de l'INPI qui vous permet de demander directement l'ACRE. Et en fonction de la date d'immatriculation, voilà, vous bénéficiez soit de la totalité ou des trimestres restants pour l'année. Il y a une question aussi sur l'âge, sur est-ce qu'il y a des conditions d'âge pour accéder. Vous bénéficiez de l'ACRE? Donc, pour répondre à cette question, hein, pour bien clarifier, quand on dit sous condition de statut, c'est bien où. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut être jeune, avoir moins de 25 ans et être bénéficiaire du RSA et résider dans un quartier prioritaire et être demandeur d'emploi indemnisé. C'est où, et ça, vous pouvez faire une recherche très, très simplement. Hein. Vous tapez ACRE, vous allez sur le site des services publics ou de la BPI, vous allez avoir très rapidement toute la liste des conditions sur lesquelles vous êtes éligible à l'ACRE. Nous, on a mis les plus courantes, mais il y en a d'autres. Et par contre, faites attention aussi à quelle date, par exemple, est-ce que cet article est publié, car auparavant, c'était plus avantageux. Hein. Avant c'était les exonérations, elles étaient pendant 3 ans et c'était sur 75% d'exonération la première année. Désormais, c'est une seule année et c'est une exonération de 50%, donc de la moitié des cotisations que vous payez normalement. Ça reste avantageux, évidemment, c'est pour ça qu'on vous le présente, mais c'est à bien avoir ça en compte. OK ? Et juste une petite précision aussi pour quelqu'un, par exemple, qui s'immatricule et qui n'a pas fait attention au formulaire pour la demande de l'ACRE dans la foulée. La personne, elle a encore 45 jours, en tout cas, après l'immatriculation, pour en faire la demande. Passer ce délai, perd ce bénéfice et c'est dommage. Il y a Sophie qui nous demande comment ça fonctionne au niveau des cotisations et de la retraite. Ça, on va y venir un petit peu après. OK ? Ah oui, pareil, sur le peut-être c'est une question qui revient sur le chiffre d'affaires et à partir de combien on va devoir payer des cotisations? Sur le chiffre d'affaires, à partir de combien on va devoir payer? On va devoir payer. Ah bah, c'est à partir du moment où vous déclarez ne serait-ce que 1 € de chiffre d'affaires. Voilà. Hein. C'est ça, hein, ouais. Si vous déclarez 1 €, vous payez sur 50 centimes. C'est quand même souvent assez rare. Est-ce que l'immatriculation est payante? Non, non, les procédures d'immatriculation peuvent être entièrement gratuites. En gros, en fonction des activités,
il y a un minimum qui est demandé. Donc, nous, à l'ADI, par exemple, lors de l'accompagnement, on demande aux entrepreneurs de prévoir 10 € sur leur carte au cas où l'activité nécessiterait le règlement de cette somme-là. C'est le maximum. Mais la procédure, elle est totalement gratuite. Elle peut se faire directement sur le site de l'INPI, INPI, ou avec nous à l'ADI en accompagnement. Voilà, donc en gros, aujourd'hui, toutes les démarches de création, elles se font sur le guichet unique du site de l'INPI. Ça a changé par rapport à il y a quelques années. Désormais, tout se fait sur ce site. Si vous faites des recherches sur internet, vous allez trouver des entreprises, des sociétés, voire même des personnes individuelles qui peuvent vous fournir un accompagnement payant, qui vont le faire à votre place. Nous, on n'est pas là pour juger de si c'est bien ou c'est pas bien. On est juste là pour vous dire que c'est possible de le faire en autonomie, en se renseignant bien. Et si vous êtes dans le cadre d'un accompagnement pour un financement avec l'ADI et que, par exemple, vous rencontrez un bénévole qui est à l'aise avec le guichet unique, il va pouvoir vous accompagner sur la démarche, et là, de façon entièrement gratuite. Après, libre à vous de faire comme vous le souhaitez, mais c'est gratuit, et ça, c'est aussi l'une des forces de ce régime-là. C'est-à-dire que pour les autres types d'entreprises que vous allez devoir créer, il y aura des frais d'immatriculation, des frais d'annonce légale, et on va voir qu'il y a d'autres obligations, notamment qui peuvent être liées au fait d'avoir un compte bancaire professionnel ou de faire appel à un expert comptable qui, elles, seront payantes. Ce n'est pas le cas pour une micro-entreprise. OK? Alors, voilà, là, on a évoqué des éléments très importants et qui sont à savoir, hein. On a parlé des cotisations sociales. Donc les cotisations sociales, voilà, tous les dirigeants d'entreprise doivent les payer. Pour la micro-entreprise, il y a un régime simplifié. On le redit, c'est lié au chiffre d'affaires qui est réalisé, ça dépend de votre secteur d'activité, et vous avez une exonération selon certaines conditions de statut pendant la première année, en fonction, là aussi, de votre secteur d'activité. Une entreprise, elle est aussi, quand on dit une micro-entreprise, c'est un régime fiscal. C'est parce qu'il y a aussi des impôts qui sont liés à vos revenus d'activité. Maintenant, on va passer un petit peu de temps là-dessus. À nouveau, hein, c'est des sujets qui sont un petit peu techniques et qui dépendent surtout de votre progression en tant que micro-entrepreneur. En tant que progression, je veux dire le chiffre d'affaires, les revenus que vous faites, et qui dépendent aussi de votre foyer. Donc ça ne va pas dépendre que de vous. Donc c'est des éléments on va vous donner des éléments un petit peu généraux pour déjà avoir en tête qu'il y a 2 options possibles, que c'est possible de basculer d'une option à l'autre en fonction de vos choix, en fonction de ce qui est plus avantageux pour vous. On va pas pouvoir, je préviens tout de suite pour pas qu'il y ait de déçus, répondre aux questions individuelles. Mais retenez qu'il y a une déclaration qui est la plus facile, c'est la déclaration classique qui se fait lors de la déclaration annuelle des revenus, un petit peu comme quand vous êtes salarié, vous allez déclarer votre chiffre d'affaires, et en fonction de ce chiffre d'affaires, il y aura un niveau d'imposition qui va être calculé. Il y a une autre option où, en fait, vous allez régler les impôts en même temps que vous faites vos règlements de cotisation sociale sur le site de l'URSSAF. C'est ça, soit de façon mensuelle ou trimestrielle en fonction de votre Et ça, client. en effet, comme le dit Sandrine, ça s'appelle le versement libératoire. On va vous expliquer ces 2 options. On va vous expliquer d'abord la première option, la déclaration classique, qui est celle qu'on recommande plutôt pour les personnes qui se lancent dans la première année. Pourquoi est-ce qu'on recommande plutôt ça? Alors, pour une personne qui se lance dès la première année,
on part du principe qu'elle ne connaît pas son chiffre d'affaires, même s'il y a un prévisionnel qui a été fait, même s'il y a un business plan qui a été construit, on part du principe que le chiffre d'affaires n'est pas maîtrisé. Et le fait de payer en avance en optant pour la cotisation libératoire peut être pénalisante parce que du coup, la personne ne récupérera pas l'impôt payé en cas de, s'il est non imposable tout simplement. Donc, on conseille fortement d'opter pour l'option classique, comme les salariés, ce qui permet de savoir si on est imposable ou pas et de payer ce qu'il faut réellement. Donc, par exemple, prenons l'exemple pour être plus concret, d'un entrepreneur qui, la première année, fait 20 000 € de chiffre d'affaires. Tout de suite, on le place dans la tranche 2 et il devient imposable à 11%. Sauf qu'avec l'abattement, l'ACRE, son chiffre d'affaires de 20 000 € descend à 10 000 € parce que l'abattement, l'ACRE, le ramène à 50%. Et tout de suite, les 10 000 € sont placés dans la première tranche, ce qui le rend non imposable. Donc, si cet entrepreneur avait choisi de payer les cotisations libératoires en pensant être dans la deuxième tranche, il ne récupérera pas l'impôt avancé. OK. Donc voilà, il faut retenir que l'abattement, il dépend du niveau de chiffre d'affaires et il y a différentes tranches qui vont déterminer des taux d'imposition selon le revenu imposable. Mais l'abattement, il n'est pas, pour la question d'Éric, là, est-ce que l'abattement est appliqué uniquement si on bénéficie de l'ACRE? D'après mes informations, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc là-dessus, on espère que ça a répondu à votre question. OK. Ouais. Pardon, ouais, il y a des questions peut-être sur le changement de statut, si jamais il y a eu une erreur, ou comment sortir du libératoire, ou comment... quelqu'un qui avait dit qu'elle avait fait les deux. Dans la première année, en fait, dès que vous faites le choix, c'est jusqu'à la clôture fiscale. Et malheureusement, si vous choisissez le libératoire et que vous n'êtes pas imposable, vous perdez les fonds avancés. Mais dès la deuxième année, sur le site de l'INPI, c'est possible. Faites-vous accompagner par quelqu'un qui est spécialiste de l'immatriculation. On a l'ADI. Par exemple, vous êtes client à l'ADI, vous revenez nous voir et on pourra vous accompagner à la modification sur le site de l'INPI. Oui, tout à fait. Après, il y a beaucoup, justement, quand vous êtes micro-entrepreneur, vous êtes aussi en lien avec l'URSSAF. Il y a aussi des experts de la création d'entreprise que vous pouvez mobiliser sur notamment l'application auto-entrepreneur.ursaf. Nous, on recommande souvent aux personnes qui vont se lancer de se faire accompagner. Il y a de nombreux réseaux d'accompagnement. Il y a l'ADI, il y en a d'autres, afin de pouvoir avoir un accompagnement individuel. Parce que là, on voit bien que ça suscite des interrogations, ça suscite des questions. C'est important de pouvoir en parler en face à face. L'ADI organise aussi pas mal d'ateliers dans les agences. Vous allez pouvoir rencontrer des conseillers, des conseillères. Vous allez pouvoir être un petit peu plus spécifique. Là, vous comprenez bien, on est plus de 200 personnes sur la conférence, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Le temps est limité, les sujets sont longs. On essaye de faire au mieux pour vous donner le panorama un petit peu au niveau de ça. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a beaucoup de ressources de qualité sur Internet. Vous avez le site de l'ADI. Si vous voulez des informations encore plus précises aussi, on va vous mettre dans le chat un lien d'un partenaire de l'ADI qui fait notamment beaucoup de vidéos très pédagogiques. Ça s'appelle la Micro by Flow. Je vous le mets dans le chat. Ça, c'est vraiment pas mal pour pouvoir rentrer un petit peu dans le détail
notamment sur justement le versement libératoire. On vous l'explique rapidement et on pourra aussi vous donner, je laisse Akouvi détailler un petit peu et je vous mets le lien de l'article dans le chat. D'accord. Le versement libératoire, c'est un pourcentage du coût en fonction de l'activité. Donc, pour les commerçants, il s'agit de 1% de votre chiffre d'affaires. Les prestations de services et artisanat, 1,7% de votre chiffre d'affaires. Et les professions libérales, 2,2% de votre chiffre d'affaires. Donc, que vous payez en même temps que votre cotisation sociale. Cela vous permet d'avancer vos impôts et de ne pas tout payer en fin d'année fiscale, par exemple. Donc, cela est indexé sur le type d'activité et sur le chiffre d'affaires en fonction des taux. OK, très bien. On est content si au moins on peut vous donner quelques premières explications. Voilà, il y a un petit détail sur voilà, chaque situation, il y aura une option plus ou moins avantageuse. En tout cas, retenez que déjà, il y a des éléments de revenu fiscal de référence qui diffèrent selon que vous soyez seul ou en couple. Donc déjà, avant de se lancer à se dire, bon, bah, je vais choisir telle ou telle option, déjà, regardez sur votre dernière fiche d'imposition quel est le revenu libératoire. Et vous pouvez, notamment via l'article que je vous ai partagé, il y a un petit simulateur pour voir la différence. En tout cas, voilà. C'est quand même simplifié, ce régime fiscal, par rapport à nouveau à d'autres types d'entreprises, des sociétés. Il y a certaines activités pour lesquelles, de toute façon, ça va être plus pertinent de créer des sociétés. On va vous l'expliquer. C'est notamment vis-à-vis de savoir est-ce que vous voulez embaucher, est-ce que vous avez des investissements importants. Si oui, en fait, ce ne sera pas forcément le plus intéressant pour des histoires de TVA. On a vu notamment une personne qui disait qu'il voulait se lancer comme VTC. Bah, souvent, VTC, on peut se lancer en micro-entreprise, mais si on veut pérenniser l'activité, bah, ce n'est pas forcément le plus pertinent. Et le fait j'ai vu qu'il y a eu des questions comme ça, le fait de passer d'une micro-entreprise à une société, est-ce qu'on peut le faire facilement? Est-ce qu'on peut le faire à n'importe quel moment? Alors, pour la micro-entreprise classique, au régime simplifié, vous pouvez basculer en société si vous restez seul. Donc, c'est les sociétés uniques, du coup. J'ai oublié le terme, du coup, mais vous pouvez basculer facilement en société. C'est possible. Voilà, il y a les SASU, les EURL, vous passez il y en directement a à d'autres. SASU. Voilà, merci. T'inquiète. Il y a voilà, les entreprises unipersonnelles sous des formes de sociétés. Il y en a deux grandes, c'est des SASU et des URL, qui ensuite peuvent se transformer en société si vous avez plusieurs associés, en SARL ou en SAS. On n'est pas là aujourd'hui pour rentrer dans le détail de tout ça, mais voilà, déjà, ça peut vous éclairer qu'il y a un peu une démarche de progressivité. Et en tout cas, la micro-entreprise, elle est vraiment intéressante pour soit tester une activité, mais il ne faut pas mal entendre ce qu'on dit. Hein. Nous, on rencontre des entrepreneurs qui sont en micro-entreprise depuis plus de 5 ans et qui vont le rester, et c'est très bien. Il n'y a pas de stigmatisation à faire. Ce n'est pas péjoratif de dire qu'on est en régime de micro-entreprise. Il y a des activités qui sont tout à fait pertinentes pour cela. Ça peut être même soit pour des personnes dont c'est l'activité principale, mais ça peut être aussi pour des personnes qui sont salariés et à côté, ils peuvent aussi avoir une micro-entreprise pour compléter des revenus. On en voit, hein, nous, à l'ADI, des personnes comme ça. Donc, c'est vraiment, dans le cas, dans le paysage de l'entreprise en France. Aujourd'hui, c'est c'est la majorité
alors je ne sais pas si c'est la majorité, mais un grand nombre d'entreprises sont créées sous ce régime-là. Donc c'est important, c'est normal qu'il y ait des questions dessus. Mais voilà, dites-vous que c'est de toute façon plus facile, plus rapide et moins cher que de créer Exactement. un autre type d'entreprise. Et à la création et à la clôture, tout se fait via le guichet unique. Donc, c'est bien plus simple qu'une société pour faire le parallèle. J'ai peut-être deux questions sur des distinctions à faire assez de base. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement la différence entre les cotisations sociales et les impôts et l'imposition? Alors, les impôts, c'est sur le chiffre d'affaires, c'est ce qui rentre. Et les cotisations sociales, alors de mémoire, de tête, c'est comme, je pense que les salariés le payent aussi. C'est ce qui est dû Ouais, au terme de l'activité. Ouais. En gros, tout le monde paye des impôts et les cotisations sociales, c'est les entreprises qui les payent. Mais étant donné que vous êtes un entrepreneur, votre taux d'imposition, il dépend aussi de vos revenus de votre activité. Donc, les cotisations sociales, c'est vraiment ce qui est prélevé du chiffre d'affaires pour les entreprises, et l'imposition, c'est lié à vous, à votre personne, mais surtout à votre foyer. Exactement. On a aussi dans la série des distinctions sur les bénéfices. Est-ce qu'on peut réussir la distinction entre BNC et BIC sur les... Ça, on va pas forcément rentrer là-dedans. C'est même pas sur les bénéfices. Voilà, nous, on n'a pas ce niveau de détail-là, mais on vous invite à faire des recherches là-dessus. OK? Donc, peut-on cumuler micro-entreprise et salariat, du coup? Absolument. Oui, tout à fait. Si on est titulaire de la fonction publique aussi, j'imagine. C'est une question Après, de pour la fonction publique, il faudrait absolument une acceptation de l'employeur. Pour donner juste le cas d'un employé de mairie, les mairies doivent donner l'autorisation explicite pour la création de l'auto-entreprise. Ils ne peuvent pas le faire sans cette autorisation-là. Bon, peut-être qu'après, il y a des questions assez... OK. On va avancer parce que là, ça fait déjà 50 minutes qu'on est ensemble. On ne veut pas non plus vous prendre trop de temps, sachant qu'il nous reste encore justement des questions concernant un peu, on va arriver aussi sur les obligations un petit peu en tant qu'entrepreneur. Est-ce que, selon vous, vous devez tenir une comptabilité détaillée? Ah, c'est plus hésitant que tout à l'heure. Ouais, c'est mitigé. Comptabilité, oui, mais pas détaillée. On est sur à la louche du 50-50. Ça dépend pourquoi. Oui, non. C'est un peu plus de non. OK, on va voir. Je clique sur non. Ouais, alors en effet, donc c'est une comptabilité qui est allégée. Donc voilà, nous, on vous a demandé est-ce que c'est une comptabilité détaillée? Nous, on dit que c'est une comptabilité allégée, car il n'y a pas besoin de réaliser un bilan annuel de votre entreprise et donc de faire un appel à un expert comptable qui, lui, forcément, va être payant. Donc la comptabilité, elle est allégée, elle est simplifiée. Ça, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous tenez un registre quotidien des recettes et des dépenses, voilà, un document où vous classez ça par ordre chronologique, où vous détaillez le mode de règlement et vous pouvez fournir des pièces justificatives, c'est suffisant. Voilà, vous n'avez pas l'obligation d'une comptabilité certifiée comme les sociétés qui doivent absolument avoir un expert comptable pour certifier leur comptabilité. Et donc, quel type de dépenses demande Marie-Ange? C'est les dépenses, c'est vos charges, c'est les charges, dépenses oui, que vous faites exactement. au compte de votre entreprise.
Ça peut être du stock, du matériel, l'achat de supports de communication, Le loyer, si vous avez un local, toutes sortes de choses qui sont liées à votre activité. Et donc, c'est important de pouvoir faire la distinction, voilà, entre ce qui relève du personnel et du professionnel. OK? Ouais, ça marche. On va arriver un petit peu et on va vous faire un petit récap avant de passer aux questions d'interlocuteurs et rapidement aller sur la, protection sociale. Un petit récap des avantages et des limites de la micro-entreprise, comme ça on pourra refaire un petit panorama. OK? Alors, les avantages, démarche de création simplifiée, on l'a dit tout à l'heure, création ou clôture, que sur le site, le guichet unique. Comptabilité allégée, donc vous n'avez pas l'obligation d'une comptabilité certifiée, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un compte professionnel. Donc, le mode de calcul de cotisation simplifié aussi, de ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah oui, pardon. Pour la TVA, du coup, pour revenir à la comptabilité allégée. Alors, si votre chiffre d'affaires est inférieur à 91 900, vous ne cotisez pas la TVA, enfin, vous ne la collectez pas et vous ne la récupérez pas non plus. Donc ça, c'est un vrai élément, qui peut être intéressant, car vous n'avez pas à voilà, ça fait des taxes en moins. On parlait tout à l'heure de chiffre d'affaires hors taxe, versus, toutes taxes comprises. Ça dépend justement, du niveau de votre chiffre d'affaires. En gros, si vous êtes en activité d'achat-revente et que votre chiffre d'affaires annuel est inférieur à 91 000 €, votre chiffre d'affaires or, toutes taxes comprises, en fait, c'est votre chiffre d'affaires réel, car il n'y a pas de TVA, dans ce type, d'activité. Et pour, des services, si vous êtes inférieur à 36 800 €, il n'y aura pas de TVA. Si c'est supérieur, en effet, Sandrine, vous allez, reverser la TVA et donc vos prestations seront un petit peu plus chères. Oui. Et donc c'est voilà, ce régime, il a été vraiment pensé pour faciliter, le lancement, pour, faciliter les, activités qui ont, des volumes d'activité un petit peu moins élevés. Et ensuite, c'est des choix à faire. C'est des choix à faire, heu pour savoir si vous voulez passer en société ou pas, notamment vis-à-vis de ces questions de TVA, d'imposition. Après, comme on l'a dit, il y a des niveaux de toute façon de plafond, 188 000 ou 77 000, qui eux, sont bloquants et qui vont vous faire que la question, elle se posera plus. Au bout de 2 années successives, si vous dépassez le chiffre d'affaires, vous basculez automatiquement vers un régime de micro-entreprise classique. Donc, le mode de calcul de cotisation simplifié aussi au niveau du chiffre d'affaires. Donc, dans ce cas-là, vous savez directement, vous avez la maîtrise en tout cas de ce que vous cotisez. Donc, si vous gagnez, en fonction du chiffre d'affaires, si vous avez un chiffre d'affaires à 0, vous ne payez rien en cotisation. Et la responsabilité, du coup, est limitée au niveau de l'activité. Alors, on voit qu'il y a des gens qui sont impatients qu'on parle des limites, car ils posent des questions, justement vis-à-vis des trimestres de retraite. Je reviens juste là-dessus parce qu'étant donné qu'on projette tout, j'aurais été déjà dans les limites. Donc la première limite, c'est, le fait qu'il y a une obligation d'atteindre un certain de plafond de chiffre d'affaires pour valider des trimestres de retraite. On va pouvoir justement vous les détailler un petit peu. Ces plafonds-là. Voilà, donc vous voyez qu'il y a toujours un petit peu le chiffre d'affaires, c'est un peu l'élément Oui, clé, central, c'est l'élément c'est ça. central qui détermine pas mal de choses. Pour ce qui est des trimestres de retraite, En fait, pour ce qui est des trimestres de retraite, il faut, pour valider les 4 trimestres de retraite pour les commerçants, il faut il faut atteindre 24 132 € de chiffre d'affaires. Pour les artisans, 14 001 € de chiffre d'affaires. Pour les prestations de services libérales non réglementaires, parce qu'après, il y a ceux qui sont réglementés. Donc, non réglementaires, 10
595 € de chiffre d'affaires. Et ceux qui sont réglementés, donc au SICAV, comme les activités réglementaires dont on a parlé tout à l'heure, 10 640 €. Donc, en fait, dès que vous atteignez ces chiffres d'affaires sur les 4 trimestres, donc annuellement, vous validez votre trimestre de retraite. OK. Donc ça, c'est un élément là aussi qui est intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas f Sonia, on n'a pas fait de tableau sur le plafond. On peut vous envoyer, je pense que tu avais un petit Ouais, le article lien, qu'on avait justement, sous les yeux, là-dessus. Voilà, vous comprenez bien, on ne peut pas tout vous afficher, sinon ça va être, indigeste. Vous regardez ça, tranquillement, et ce sera important d'avoir ça en tête. Alors, le régime de la micro-entreprise, il n'est pas adapté pour, toutes les activités, notamment pour celles, voilà, qui ont des charges fixes, importantes, et ça, c'est notamment parce que, vous n'avez pas la possibilité, de récupérer la TVA, sur les investissements. Donc on a dit tout à l'heure que vous n'allez pas, répercuter la TVA, sur vos prestations, mais par contre, si vous payez pas de TVA, vous n'allez pas pouvoir soustraire la TVA pour vos investissements. C'est aussi, je reprends l'exercice des VTC, parce que on le connaît assez bien, elle a dit, les VTC, c'est une activité où les charges fixes sont importantes, à la fois au démarrage, parce qu'il y a besoin, d'avoir un véhicule, et ensuite, il y a besoin de mettre du carburant chaque mois, voire chaque semaine dans le véhicule. Une société, elle pourra déduire la TVA de tous ces achats-là, alors qu'une micro-entreprise, ça n'est pas le cas. Pour donner un exemple tout simple, par exemple, un VTC qui fait 10 000 € par an ou par mois, l'État considérera du coup, dès la première année avec l'abattement, que le chiffre d'affaires est de 5 000 €. Imaginons que ses charges fixes sont de 7 000 €. Il perd 2 000 € par rapport à ce qu'a considéré l'État. Et dans ce cas, ne récupérant pas la TVA, les 2 000 € sont perdus. Je ne sais pas si ce que j'ai expliqué est clair. C'est que 5 000 € sont considérés comme CA, donc il va payer ses impôts là-dessus, alors qu'en réalité, c'est 7 000 € les charges, donc il ne lui reste que 3 000 €. Oui, tout à fait. C'est là, voilà, vous avez bien entendu, c'est vraiment le chiffre d'affaires qui est l'élément de référence, qui ne prend donc pas en compte le niveau, des charges. C'est pour ça qu'on vous posait la question au début, savoir est-ce que c'est plus le bénéfice ou les charges? Si on disait que tout était, fait sur le bénéfice, en fait, le bénéfice, il prend aussi, les charges. Là, c'est pas le cas. Donc c'est plutôt sur des activités qui n'ont pas de charges fixes, importantes. On pense notamment, voilà, à toutes des activités, de services. Ça peut même être des services, digitaux, des prestations, en ligne qui nécessitent, pas beaucoup de charges fixes, quand vous n'avez pas de local, quand vous, par exemple, vous pouvez, être entrepreneur, à vélo plutôt qu'avec un véhicule utilitaire. Voilà, tout ce genre de choses. La liste est longue, hein, évidemment, d'activités qui n'ont pas de charges fixes, importantes, et aussi savoir que c'est pas forcément donc adapté, enfin, c'est même pas du tout adapté, si vous avez une activité qui va nécessiter des embauches. Les charges vont augmenter, il faut payer le chèque patronal. Nécessairement. Et du coup, au niveau de l'abattement, dès la première année, vous êtes au-dessus et donc perdant. Ouais, tout à fait. Donc, il y a de nombreux avantages. Il y a des limites, hein, qui font que, dans certains cas, ce sera plus, pertinent de se lancer en société, ou alors de basculer d'une micro-entreprise à une société. Mais on le redit, il y a de nombreuses, personnes, on en voit tous les jours, qui arrivent à dégager, des revenus suffisants pour vivre eux, ou pour même, faire vivre leur famille, et qui sont au régime de
les micro-entreprises et qui vont le rester, qui ont des activités avec pas beaucoup de charges, qui ne prévoient pas d'avoir d'embauche. Voilà, ce sont leurs propres patrons et c'est très bien comme ça. Alors, rapidement, les obligations du micro-entrepreneur, il y en a, quand même. Il y a on a parlé de la tenue du livre, journal qui détaille les recettes, le registre qui représente dans l'ordre chronologique le détail des achats, notamment pour les activités de vente. Sur toutes les factures, une mention, voilà, réglementaire à propos de la TVA. Les obligations, c'est évidemment de déclarer ses cotisations sociales, vous l'avez bien compris, en fonction de votre chiffre d'affaires. Sur le site de l'URSSAF, vous pouvez choisir de le faire mensuellement ou trimestriellement. Important pour savoir, pour la question du compte bancaire, il n'y a aucune nécessité d'avoir un compte qui est nommé un compte professionnel, notamment, c'est les genres de comptes soit en ligne, soit que peuvent proposer des banques qui sont vraiment dédiés aux entreprises. Par contre, c'est obligatoire d'avoir un compte dédié à l'activité si votre chiffre d'affaires, il dépasse, voilà, 10 000 € pendant 2 années consécutives. Mais de toute façon, nous, ce qu'on vous recommande, c'est d'avoir un compte dédié. Donc un compte bancaire, ça peut être un compte bancaire personnel. Mais c'est un compte qui sera lié qu'aux dépenses que vous allez faire, aux dépenses et aussi aux revenus, aux entrées, sorties, et sorties d'argent de votre activité. Il faut pas mélanger ça et aussi ce sera beaucoup plus facile pour vous, afin de tenir, votre cahier de recettes-dépenses. Ça permettra vraiment de séparer vos propres dépenses des dépenses de votre entreprise. Et ça vous permettra d'y voir plus clair, du coup, au niveau de la gestion. OK et voilà un petit détail sur, la possibilité de recourir à la médiation. Si vous faites de la vente à la particulier, il y a une obligation en plus de communiquer les coordonnées du ou des médiataires de la consommation dont vous relevez. C'est important de le mettre si vous avez un site internet, sur vos bons de commande et sur tout autre support adapté. Donc là, on vient de parler, voilà, du site de l'URSSAF sur lequel vous allez faire, votre déclaration. Il y a d'autres interlocuteurs, qui existent et qu'on va vous, détailler, un petit peu. OK? Alors, du coup, au niveau de l'URSSAF, donc, vous pouvez tout à fait faire vos déclarations sur le site de façon mensuelle ou trimestrielle en fonction de ce que vous avez choisi à la création. La sécurité sociale est un interlocuteur aussi qui intervient en cas d'arrêt d'activité. Les impôts. Donc, pour le règlement de vos cotisations sociales, sur le chiffre d'affaires. Donc, soit vous choisissez, comme on a dit tout à l'heure, la possibilité de le faire en même temps que vos cotisations sociales, donc en simple ou en libératoire. Vous avez la CAF, si vous percevez les allocations familiales, les primes d'activité ou le RSA, vous pouvez les cumuler, les déclarer en même temps que vos revenus. Donc, c'est cumulable, en tout cas, les aides de la CAF et vos chiffres d'affaires. Il suffit juste de les déclarer lors de la déclaration des impôts. France Travail, du coup, ex-Pôle emploi, vous pouvez cumuler vos Pôle emploi, donc les ARE, vous pouvez les cumuler avec vos chiffres d'affaires si, lors de la création, vous n'avez pas choisi de percevoir l'ARS. Le guichet unique dont on a parlé tout à l'heure, donc c'est le site de l'INPI. C'est via ce guichet que vous faites l'immatriculation de votre société et que vous pouvez clôturer aussi la société, enfin, votre entreprise, pardon. On vous met le lien justement, hop, du guichet de l'INPI si vous voulez le voir. Hop, comme ça, vous l'avez. Donc, pour simplifier donc vos démarches,
il Ouais. est recommandé de créer du coup votre espace personnel sur chacun de ces sites afin de pouvoir solliciter vos interlocuteurs à tout moment. J'ai quelques questions sur le lien entre, par exemple, le lien entre RSA et la micro à partir de est-ce qu'on peut continuer à recevoir le RSA et jusqu'à quel chiffre d'affaires? C'est Jasmine qui pose. Vous pouvez continuer à recevoir le RSA. Après le plafond, honnêtement, quand vous restez sous le plafond de la micro-entreprise, à mon sens, vous continuez à les cumuler. En tout cas, vous déclarez les deux prestations, enfin vos chiffres d'affaires et les prestations sociales se déclarent en même temps pour les impôts et la CAF fait le calcul pour l'année à suivre et vous êtes averti en ce moment-là. Et il y a aussi une question sur la sécurité sociale des indépendants et est-ce qu'il faut un chiffre d'affaires minimal pour en bénéficier? On sait répondre à cette question? Ça, on va en parler juste après. Mais oui, en effet, les droits de protection sociale, ils dépendent des cotisations sociales que vous payez. Et peut-être juste pour une question sur l'immatriculation à l'INPI, est-ce qu'il faut avoir un capital de départ? Non, pas Non. besoin pour la micro-entreprise. Là aussi, ce qui peut différer de certains types de sociétés où il y a besoin d'avoir un capital de départ, il y a aussi certaines activités réglementées où vous allez devoir payer pour pouvoir avoir des licences, pour pouvoir exercer votre activité. Ça, il faut se renseigner. Là, on vous présente les informations générales vis-à-vis du régime de la micro-entreprise et ensuite, selon vos secteurs d'activité, il peut y avoir des spécificités. Mais pour ce qui est d'enregistrer, d'avoir un CABIS auprès de l'INPI, c'est gratuit. OK? Peut-être on Ouais. en a. Ouais, je vois juste une question là, si pas possible d'immatriculer à l'adresse personnelle, là, il faudrait se renseigner sur les dispositifs de couveuse. Ça, c'est des choses qui sont, qui se font. qui se Avec font. Françatif qui le fait Ouais, aussi, je pense. ouais. Ouais. C'est un peu aussi la question de Mélanie qui dit qu'elle est locataire et que son propriétaire veut pas qu'elle immatricule. C'est des cas qui arrivent malheureusement. Après, elle peut héberger son entreprise individuelle, à une autre adresse. Ça se fait. La famille, quelqu'un de proche, mais il faut absolument pouvoir récupérer les correspondances de l'INPI ou de l'URSSAF à une adresse. Donc, d'où la nécessité d'héberger la micro-entreprise à une adresse. OK. Alors, on va avancer sur les questions de protection sociale. Là aussi, on va pas pouvoir donner toutes les questions. Je vois qu'il y a des personnes qui se demandent aussi, les informations, elles seront disponibles sur la chaîne YouTube de l'ADI. On peut vous donner le lien et en fait, il y en a déjà des replays de ce type de conférences. Il y en a même d'autres avec des partenaires. On vous donne le lien YouTube adi.org. C'est une mine d'or. Et il y a aussi des tutos qui vous montrent étape par étape comment créer votre entreprise sur le site de l'IPI, comment déclarer votre chiffre d'affaires sur l'URSSAF. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider au moins à visualiser, à se projeter. Voilà, je vais être micro-entrepreneur, comment est-ce que ça va se passer? Sur quoi est-ce qu'il faut que je clique? C'est des informations qui pourront vous être utiles. Et après, il faut aussi se faire accompagner individuellement et nous, on est là aussi pour ça. OK? Alors, à nouveau, là, on le redit, on va pas pouvoir entrer dans toutes les considérations. C'est surtout aussi pour vous donner un petit peu un panorama et vous expliquer que la protection sociale du micro-entrepreneur, il y a certaines prestations qui sont dans les mêmes conditions que les salariés. Et il y a d'autres où, en fait,
ça va dépendre de votre chiffre d'affaires. Donc, et ça s'explique, c'est ce qui est marqué en gros, hein, ces droits sont possibles parce que vous payez des cotisations sociales, notamment, on a parlé de la retraite. La retraite de base des travailleurs indépendants, elle est calculée de la même manière que pour les salariés, mais c'est à condition de déclarer un minimum de chiffre d'affaires. On vous a donné le lien avec les plafonds, et vous pouvez avoir accès à des prestations, voilà, de maladie, maternité, d'allocation familiale. Désormais, il y en a aussi, il y a des dispositifs spéciaux pour les congés maternité, mais eux, ils dépendent, voilà, de votre activité et du fait que vous Que vous payez des cotisations cotisez, sociales. C'est un petit peu c'est la logique de l'État français. Voilà, c'est Voilà, ça. on cotise, du coup, Et on bénéficie, des voilà. prestations sociales. Voilà, on n'est pas là pour juger ça. On est là pour vous expliquer que ça fonctionne comme ça. La protection sociale du micro-entrepreneur, elle est ce qu'elle est. On dit souvent que la protection quand on est dans nos sociétés, elle est plus avantageuse. Il peut y avoir Effectivement, il faut comparer un petit peu, mais en tout cas, il y a un droit à la protection sociale, maladie, maternité, allocation familiale, retraite de base si vous avez un niveau de minimum de chiffre d'affaires, une couverture invalidité décès et un droit à la formation professionnelle. OK? Donc voilà, là, on est ensemble depuis 1h10, 1h15 pour ceux qui étaient là dès le début. On espère que ça vous a donné des informations. Voilà, on va vous redonner quelques liens dans notre chat avant de revenir un petit peu plus en détail, si vous êtes intéressé par en savoir plus sur ce qu'on fait, nous l'a dit. Là, on espère que ça vous a, voilà, donné des informations intéressantes sur la micro-entreprise. Et nous, on est là justement pour pouvoir accompagner et financer les personnes qui vont se lancer avec ce régime-là, peut-être avec d'autres. Donc, on vous redonne rapidement les liens. Je vous donne le lien de la micro by Flow. On vous donne le lien Adi micro-entreprise. Hop, le petit lien de la fiche pratique. Et donc, petit lien pour la retraite qu'on avait mis plus haut. ouais. Hop. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Si vous êtes, parce que là, on a encore 200 personnes avec nous, c'est tout à fait possible qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont déjà en situation d'entreprise et qui ont besoin de développer davantage leur activité. On peut aussi avoir des personnes qui vont se lancer demain et ils peuvent leur manquer, par exemple, un peu de financement pour du matériel, pour un local, pour du stock, pour une voiture. Dans ce cas-là, le financement du microcrédit de l'ADI, il peut être intéressant sous certaines conditions. Il faut savoir que nous, notre microcrédit, il est plafonné à 12 000 €. OK? Donc, si votre plan de financement, il est plutôt dans les ordres de 30 000, 40 000 €, on ne va pas être forcément le bon interlocuteur. Nous, nos financements, ils sont plafonnés à 12 000 €. Le prêt moyen, il est entre 6 000 et 7 000 €. Et il y a une idée aussi un petit peu de progressivité. Donc, nous, on peut intervenir au démarrage, au développement de l'activité, mais il faut que le prêt, notamment le premier financement, il doit être adapté évidemment à votre projet et aussi à votre budget personnel. On est un opérateur qui faisons du prêt. Ce prêt, il est fait aux personnes, il n'est pas fait aux entreprises. Et donc, il dépend de vos revenus personnels, des revenus du foyer et des revenus de l'activité. Nous, notre modèle économique, il repose sur le financement avec intérêt. On n'est pas un acteur du prêt d'honneur. On a des conditions de prêt à taux zéro qui peuvent être complémentaires, mais nous, on est un acteur qui s'adresse pour les personnes, voilà, qui n'ont pas accès au crédit bancaire et qui
qui ne demandent pas 30 000 € de prêt à taux zéro. Donc nous, on a un taux d'intérêt qui est fixe, qui aujourd'hui est fixé à 9,87%. Donc, quel que soit le montant ou la durée, ce sera le même taux. Après, il faut savoir évidemment que nous, nos prêts, ils se font surtout sur des petits montants et sur des petites durées, ce qui fait qu'on va pouvoir facilement vous proposer une échéance, une mensualité, se mettre d'accord là-dessus, afin qu'elle soit adaptée à votre budget et pouvoir vous proposer quelque chose qui soit soutenable, pendant 3 ou 4 ans maximum, avec, comme je le redis, la possibilité d'avoir jusqu'à 3 000 € dans le volume, dans le besoin de financement global, qui va être à taux zéro et qui va être remboursé plus tard. C'est pour ça qu'on appelle ça un prêt d'apport en capital. Il va être remboursé, par exemple, 1 ou 2 ans après le moment du financement. OK? Ça, vous pouvez vous renseigner sur notre site. Vous avez un petit simulateur et vous pouvez aussi nous appeler. Vous allez voir sur adi.org, on a un numéro qui est ouvert de 8h à 18h, heure métropolitaine, du lundi au vendredi, afin d'en savoir un petit peu plus. Mais quelque chose à savoir aussi, il faut qu'on vous le présente, c'est le fait que on a un acteur du microcrédit, et les institutions de microfinance partout dans le monde, elles ont 2 conditions, c'est le taux d'intérêt et le fait d'avoir un garant. Donc nous, on demande à ce que les personnes qui viennent nous voir et qui vont faire une demande de financement, elles aient quelqu'un de leur entourage qui puisse se porter caution à hauteur de 50% du montant emprunté. Ça peut être ami, collègue, famille, quelqu'un qui vous connaît, qui vous fait confiance et qui s'engage en cas de pépin de remboursement de pouvoir vous accompagner. C'est pas quelqu'un qui va avancer, qui va bloquer sur un compte 50% du prêt, c'est pas du tout ça, c'est plutôt quelqu'un qui va pouvoir vous accompagner et avec qui on sera en contact en cas de pépin de remboursement. Par exemple, ça peut être un an après où il y a une mensualité qui passe pas forcément, on a du mal à vous joindre. Hop, on appelle le garant et on essaye de trouver une solution. Et donc voilà, nous, c'est un prêt qui est adapté pour tous les types d'activités, tous les types de statuts, de régimes d'entreprise. Ça peut être même La pour création ou au développement et pour tout type de besoin, sachant que nous, on a le plus l'habitude, je l'ai dit, c'est les véhicules, le stock, et aussi on a un acteur qui finançons, c'est important de le dire, parce qu'on peut financer de la trésorerie et on peut financer des micro-entreprises. Et ça, il y a beaucoup d'acteurs qui ne le font pas, notamment les banques. Donc tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait microcrédit, ça va avec micro-entreprise. C'est un petit peu vrai. Oui. C'est un bon outil pour se lancer, et peut-être que si votre micro-entreprise, elle cartonne, vous allez passer en société, et en fait, ce sera plus forcément l'ADI qui sera le bon interlocuteur du financement. Et là, vous pourrez faire appel à des prêts bancaires, être en lien avec des partenaires de l'ADI qui vont pouvoir faciliter l'accès à des garanties de prêts bancaires. On pense à France Active, Initiative France. Il y a des acteurs comme ceux-là. Mais donc, nous, on est vraiment intéressant. Voilà, si vous avez une activité, vous vous lancez seul et vous avez un besoin au début de votre activité. OK? On va parler un petit peu de l'accompagnement. Alors, à l'ADI, on fait du financement accompagné du coup. Donc, sur le site de l'ADI, vous avez plusieurs types d'accompagnement, les accompagnements individuels et les accompagnements collectifs. Donc, les accompagnements individuels se font soit en agence, par un bénévole, et les accompagnements collectifs en atelier, en formation. Donc, les ateliers, par exemple, ou les formations, on a, par exemple, j'entreprends avec l'ADI, qui est une formation sur plusieurs jours, 3 jours, Ouais, tout à fait. où vous confrontez votre projet avec les autres participants qui sont des entrepreneurs comme vous, et vous balayez plusieurs thématiques, du business plan jusqu'à la gestion de l'entreprise, à la comptabilité. L'ADI dispose aussi des formations comme des formations commerciales, financières, administratives,
juridique. Et vous avez un soutien aussi, du coup, au niveau de, si je reste sur le juridique, vous avez un soutien de la hotline qui pourra vous aider en cas de relecture de bail, par exemple. Donc ça, c'est pour vous plutôt, ouais, installer. c'est pensé pour les personnes qui se sont lancées et qui ont fait un crédit avec l'ADI. Donc en gros, pour les personnes qui sont dans le cadre d'une demande de financement, vous allez pouvoir vous faire accompagner par un conseiller ou par un bénévole. Vous allez pouvoir accéder à des formations gratuites collectives. Vous allez pouvoir être accompagné sur différentes thématiques. Et ensuite, si vous êtes financé, vous allez pouvoir avoir un coaching qui sera vraiment personnalisé. Vous allez pouvoir avoir un support sur les questions juridiques et vous allez pouvoir bénéficier de bons plans, c'est-à-dire d'offres promotionnelles, notamment à la création par exemple, de comptes bancaires ou pour vous fournir sur un terminal de paiement avec des réductions avec des partenaires de l'ADI parce que vous avez été financé par l'ADI. Rapidement, on vous propose aussi des offres complémentaires, et notamment de l'assurance. C'est important aussi quand on se lance de savoir que il faut assurer son activité. Je laisse Pour, professionnel en parler. pour du coup faire pérenniser votre activité, il est conseillé de vous assurer. Donc l'ADI vous propose plusieurs formules en fonction de votre activité. Par exemple, pour une personne qui opère sur les foires et marchés, nos tarifs sont annuels, donc vous payez 80 € par an et vous avez la possibilité de vous faire mensualiser via les microcrédits assurance. Donc, vous avez 10 mois de mensualité. Par exemple, pour le foire et marché, vous payez 9 € par mois, par exemple, pour cette formule-là. Les autres formules, la responsabilité civile classique, donc elle correspond, elle vous garantit votre activité et vous protège aussi en cas de recours d'un tiers. Et nos deux formules multirisques, avec ou sans local les plus couvrantes, vous garantit en cas de perte d'activité où vous avez une protection financière qui est inclue dans ces deux formules-là. Vous percevrez une indemnité de 40 € par jour pendant 3 mois en cas de cessation d'activité. On propose aussi l'assurance auto et l'assurance santé. Donc, l'assurance auto, c'est sur devis et l'assurance santé, c'est via un partenaire en mise en relation. Super. Tout bon? Ouais. Okay. Une question pour savoir si les tarifs sont valables pour les départements, régions C'est les d'outre-mer. mêmes tarifs que ce soit en France métropolitaine ou en dom-tom. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus aussi. En tout cas, nous, on arrive à la fin de cette présentation. On espère que ça vous a renseigné un petit peu, que ça vous a donné des informations sur le régime de la micro-entreprise. On est ravis que vous soyez restés en nombre avec nous jusqu'à la fin. Merci pour votre bienveillance et vos questions et vos réponses. C'était sympa aussi de voir que vous répondiez entre vous. Merci à Vincent aussi d'avoir fait le porte-parole du chat. Avec grand plaisir. Voilà, on vous souhaite une bonne continuation sur vos différents projets. On espère que si vous allez vous en lancer, ça marchera bien et que s'il a dit le bon interlocuteur pour vous, que vous viendrez à notre rencontre via des ateliers, d'autres conférences comme on a, ou tout simplement en agence avec nos conseillers et nos bénévoles qu'on remercie aussi. Vous avez la liste des agences sur notre site internet. On est présent sur toute la France métropolitaine, dans les Antilles, en Réunion Mayotte, en Polynésie,
en Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna. Donc voilà, on a pas mal de présence terrain. Et où que vous soyez, on vous souhaite une bonne suite de journée. Merci à tous. Et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à tous.